Alors quand je vous parle de banger absolu, je parle sûrement, très probablement, de l'AB12 de Fire Emblem Cypher, qui est selon moi la série ultime de ce jeu de cartes. Après, si on veut être un peu plus objectif, c'est vrai que la vraie série ultime, ça serait la display B22, qui est la dernière, qui conclut la série, qui représente tous les jeux sortis au moment de la sortie de la B22, c'est-à-dire de Fire Emblem 1 jusqu'à Three Houses. Mais ma préférée personnellement, c'est celle-ci. C'est la display B12, qui se concentre donc sur les personnages de Tellius, avec Ike, personnage de la première génération de Fire Emblem 4, mais aussi de la seconde génération, avec Eldigan mis en avant ici, et Awakening, avec Chrome mis en avant sur la boîte. On peut voir ici qu'il y a Ishtar, Soren, Noe, Micaiah, mais ce qui rend vraiment cette boîte si intéressante et qu'on peut pas forcément deviner au premier abord en voyant juste les personnages affichés, qui sont des personnages assez populaires pour les 10 jeux. Je veux dire, tout le monde connaît Ike, tout le monde connaît Chrome. Eldigan, c'est peut-être un peu une surprise, mais c'est quand même un personnage relativement populaire. Pareil, Micaiah, Noe, Soren. Bon, je vous fais pas de définition, c'est quand même des personnages assez appréciés. Mais cette série, elle prend le risque d'introduire dans le jeu de cartes des personnages un peu plus atypiques, auxquels on ne s'attendrait pas forcément, à savoir des personnages qui sont des boss, mais aussi des personnages un peu moins populaires, parfois oubliables, notamment pour la représentation de Fire Emblem 4 Genealogy of the Holy War. On a beaucoup de personnages qui sont issus de la seconde génération, mais dans le cas où les personnages de la première génération n'ont pas d'enfants, donc on a les personnages qui sont dits remplaçants. On verra ça plus en détail quand je vais vous l'ouvrir. Et ouais, pour moi c'est vraiment, même d'un point de vue, au-delà de la représentation de la licence Fire Emblem, même d'un point de vue gameplay, on a vraiment des cartes très intéressantes qui apportent de nouvelles mécaniques au jeu. C'est pas forcément dans cette série qu'on va retrouver les cartes les plus puissantes qui ont dominé la méta, qui la dominent encore aujourd'hui, maintenant qu'on a les 22 séries au complet. Mais ça le mérite d'exister. C'est vraiment de bons personnages et des mécaniques intéressantes qui ont été introduites avec cette série. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de l'ouvrir ici avec vous, car c'est ma préférée, tout simplement. Alors, dans la trousse, Fire Emblem bien sûr, Cypher, je sors mon petit ciseau et je vais découper à partir des coins. Là, ça risque d'être pas très bien cadré, ne vous en faites pas, c'est normal. Voilà. Et voilà. Ça devrait suffire, je garde le ciseau là, il va me servir à ouvrir les boosters. Je me débarrasse du film plastique et je sors la display. Alors, ça je balance. Sans plus attendre, je vais placer la display ici et je vais essayer de présenter les cartes ici. J'ouvre. Et je vois que... Alors, on a le paquet promo. Mais on n'a pas l'air d'avoir eu le paquet de sleeves qui va avec. Alors faut savoir, dans les premières éditions des displays, souvent, que c'était en les précommandant ou dans les premiers tirages, ça venait souvent avec un paquet de 5 sleeves. Et ici, je pense que je vais pouvoir vous les montrer. Je dois les avoir quelque part dans le coin. Alors dans la B12, on avait la première sleeve qui était Tiki et Noe, pour représenter Fire Emblem Awakening, et c'était donc l'art promotionnel pour Awakening. Et pour représenter Tellius, on avait Ike et les mercenaires de Grail, comme on le voit dans l'intro de Fire Emblem 9. Concernant les promos, je vais vous montrer tout de suite. Le but des promos, c'était de teaser la prochaine série, la B13, dans laquelle on voyait l'apparition des personnages de Fire Emblem Heroes, le Book 2. Donc il y avait Fjorm et comment elle s'appelle déjà? Et voilà, il y avait Fjorm et Levatine. Et là on peut voir, on a Fjorm, et ils ont donc leur art qui est utilisé justement dans Fire Emblem Heroes,
mais dans la série suivante, ils ont des arts créés pour le jeu de cartes. Et avec ça, on a un petit marqueur, et ça fait vraiment partie de mes marqueurs préférés, parce qu'ils ont vraiment une certaine sobriété, c'est juste un fond avec plus ou moins l'emblème de feu, donc le logo de Cypher, et les personnages principaux, les lords. Du coup, il a celui-ci en rouge, mais il y a aussi une variante en noir. Celle-ci, je crois que je peux vous la montrer. Voilà. Comme ceci, la variante noire. Vous voyez, hop, ça fait un emblème plein, et donc on a Erika, Leaf, Eliwood, Alec, Corinne, Mars, mais Lucina, Kamui, Micaiah, Roy, Sigurd et Anne. Alors ce petit marqueur, je vais tout de suite le mettre dans une protection. Hop. Aussi un point positif que je ne dis jamais assez, mais les cartes de Fire Emblem Cypher sont vraiment quali. Que ce soit la qualité de l'impression, du stock de cartes, c'est pas comme dans d'autres TCG comme Yu-Gi-Oh! Où on aura vraiment des cartes cheapos qui s'abîment facilement. Pardon. Là on a vraiment des marqueurs, des cartes de grande qualité. Bon alors, sans plus attendre, passons à l'ouverture. On va commencer avec notre premier paquet. Hop. Et je l'ouvre avec un ciseau plutôt que manuellement parce que j'ai toujours peur d'abîmer les cartes si je déchiquette comme un sauvage. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de couper les boosters ainsi, mais c'est ma méthode, c'est ma façon de faire. Alors, un peu de résistance évidemment. J'ai fait ça, je le par ici. Et je le sors. Alors, on a une Lisa, sort de Chrome. Toroneo. Alors Toroneo, il a pas un effet super intéressant, c'est juste le Armor Expertise qui lui donne plus 20 quand il est attaqué par un Montone. C'était un petit peu la petite déception, c'est que c'est une carte vraiment générique. Mais à part ça, on a plein d'excellentes cartes. En voilà une par exemple, Elentia qui permet de 1003 cartes. Donc déjà pouvoir 1003 c'est pas mal, et si les 3 sont vertes, vous pouvez déplacer un allié. On a le Eldigan 3-2, qui une fois mis dans les bombes permet d'aller récupérer un Eldigan de la retraite. Ah, le coster de Wallart, qui est base 60, mais en contrepartie, il ne peut attaquer que le personnage principal ennemi. On a Linda, donc c'est un des personnages de deuxième génération de Fire Emblem 4 dont je vous parlais. Hop, je vais trier par couleur. Tiens. Bam, bam. Et on a Makalov, un lord très intéressant à jouer car au début du tour il ne peut pas se désengager. Cependant, vous pouvez jeter 2 cartes de votre main, révéler la carte du top de l'adversaire. Et si cette dernière est coup de 4 ou plus, Makalov peut se désengager et vous piochez 3 cartes. Donc ça vous fait un plus 1 gratos sans avoir besoin de flip de bombe. Mais c'est une stratégie assez risquée, donc il faut vraiment build un deck autour. Là on a Basilio qui marche très bien avec le Chrome de cette série et avec Flavia. Tourneo, mais la version level up, coup de 4-3. Qui lui fonctionne avec des LVS, donc selon le stack de cartes, il gagne différents effets. Mais encore une fois, celui-ci est assez générique, c'est juste un plus 10 en continu, et un plus 10 pendant votre tour et un double break. Donc, rien de vraiment folichon. Et waouh! Alors ça c'est une très belle carte. C'est l'Akessis, donc la sœur d'Eldigan. Et cette carte est vraiment super. Alors pourquoi elle est super? Parce que quand vous la mettez dans les bombes et que vous avez 3 cartes ou moins, vous piochez. Et juste piocher dans n'importe quel jeu de cartes, c'est fort. C'est vraiment une super carte. On va la slip tout de suite. Et c'est ma première Lakessis parce que j'ai ouvert pas mal de B12, mais j'ai jamais tiré une Lakessis. Alors pour un premier paquet, c'est vraiment c'est succulent. C'est excellent, on peut le dire. Alors une Lakessis, hop. Et on passe au second paquet. Alors faut savoir, il y a une carte dite plus,
dans cette série, qui est plus ou moins garantie. Ça peut être une rare plus, une super rare plus, ou alors une N plus X. La N plus X, c'est une carte alternative du High Cost 1, mais avec un effet différent. Et les R plus X et SR plus, c'est juste soit il y a une signature, soit c'est un art alternatif. Et donc il faut savoir que vu que ces cartes sont un tirage plus limité, elles coûtent beaucoup plus cher. Surtout aujourd'hui, alors que le jeu de cartes est fini, et qu'il y a quand même quelques collectionneurs qui commencent à s'intéresser juste parce que la carte c'est quand même un produit un peu de luxe. Je comprends que certaines personnes aiment bien avoir une carte brillante de leur personnage préféré pour mettre dans leur collection, c'est tout à fait normal. On a un retour au Néo, on a le Chrome Cost 1, qui quand il attaque le Lord adverse, il gagne plus 10. Alors ça a été du coup une excellente carte de base pour ceux qui veulent jouer Chrome. On a Astrid qui a un effet assez amusant. Donc déjà elle a le Wingslayer comme beaucoup d'archers, donc quand elle attaque une unité volante, elle gagne un bonus de plus 30 d'attaque. Mais aussi elle a plus 20 pendant votre tour si vous avez un allié Makalov. Du coup ça vous encourageait vraiment à la jouer si vous aviez Makalov Lord, même si pas beaucoup de gens le jouent car c'est quand même un Lord qui a beaucoup de restrictions. On a Soren Cost 1 qui a un Magic Emblem en support, donc vous piochez une carte, vous en jetez une, et s'il détruit un ennemi, il fait aussi la même chose, vous piochez une carte et vous en jetez une. On a Femina, encore une fois, une carte de deuxième génération, un substitut, un remplaçant si vous n'avez pas eu l'enfant, avec... j'ai oublié son nom, bon, c'est un personnage remplaçant si un des personnages de première génération n'a pas de partenaire. C'est le personnage qui ira le remplacer pour rejoindre l'armée de Celis. On a Yanfei, donc quand je vous parlais de boss qui deviennent jouables, c'est de lui dont je parle, c'est aussi de Wallart. Yanfei du coup qui est 100% jouable en Lord, et qui est vraiment un personnage qu'on s'attend pas à forcément voir être jouable en personnage principal dans le jeu de cartes, et c'est vraiment chouette qu'ils aient fait ça, qu'ils aient donné vraiment ce rayonnement à ces personnages qui en plus sont devenus jouables dans Awakening avec le Spot Pass. Alors on a Hamid, 6 personnages de seconde génération remplaçant. Zeljus, 5-3. La spécificité de ce Zeljus, c'est que son nom est aussi traité comme Black Knight. Donc la stratégie, c'est que vous jouez Zeljus Cost 1 en personnage principal. Vous pouvez level up sur ce Zeljus, et quand vous avez un stack de 5 ou plus, vous pouvez ensuite level up sur le Black Knight, qui est une carte très puissante. Nous avons Priam, l'imposteur de Awakening, et Chrome Air. Alors ce Chrome là, j'ai pas envie d'en dire trop de mal, mais il est pas très bon. Il a juste plus 30 contre les dragons, et vous pouvez flip 2 pour invoquer un Cost 1 depuis la retraite. Et l'intérêt c'est que Basilio et Flavia, quand elles sont dans la retraite, elles sont traitées comme des Cost 1, donc vous pouvez ramener ces gros tons à 70. Mais pour un flip 2 c'est un peu cher, un flip 1 ça aurait peut-être rendu la carte un peu plus viable, mais je suppose qu'à l'époque ça aurait été trop fort, ils ont été pour cette voie là. Bon. Après c'est une très belle carte, les fans de Chrome apprécieront. Hop. Du coup, toutes les R et SR je vais les sleeve et les communes je les laisse ainsi, ensuite je les rangerai dans la boîte. Chrome c'est fait. D'ailleurs j'en profite. Dans le paquet, parfois il y a des petites cartes, en fait c'est des decklists. Là par exemple c'est une decklist pour un deck Ashnard, que le boss de Fire Emblem 9. Et il vous présente comment build, et ici on peut voir que c'est majoritairement de la B12, donc cette série, et un peu de B9, une série sortie précédemment. Donc ça permet vraiment de build assez facilement du moment que vous ouvrez des séries précédentes. Hop. Je pense que les gens ne parlent pas assez de ces petites decklists préconstruites parce que ça peut vraiment donner des idées. Moi c'est parce que j'avais vu la decklist Makalov qui est inclus dans la B12 que je me suis dit ah ouais, ce Lord est jouable, et ça m'a encouragé à build un deck. Alors, on continue avec le prochain booster. On sort gentiment. Et voilà, autre spécificité. Pour la représentation de Fire Emblem Pass of Radiance et Radiant Dawn, c'est pas seulement les personnages jouables, mais c'est aussi les personnages dans le lore. Donc ici on a la mère de Hai qui est très peu présente finalement dans l'histoire, mais qui a vraiment une certaine importance dans l'histoire générale que raconte Fire Emblem 9 et 10. Et ici on peut voir elle est jouable dans Cypher. En plus, j'ai une cost 1, si vous voulez la jouer en Lord, c'est possible.
c'est pas recommandé, mais voilà, elle ne vient pas toute seule, elle vient aussi avec son mari Gawain, ou Grail, comme il s'est fait renommer, donc le père de Hyde. Donc c'est vraiment intéressant. On a des personnages un peu plus atypiques, Zelgius qui est un boss, Helena qui est un personnage non jouable, qui fait vraiment partie du lore. Et c'est vraiment cool qu'ils aient pris la voie de pas juste mettre les personnages auxquels on s'attendrait, mais vraiment rendre le jeu de cartes unique. Ah bah voilà, Gawain. Et on peut voir que c'est un dual art. Donc on peut voir, ils se tiennent la main. C'est vraiment super. Et Grail vient avec une promotion dans cette série, on verra si on la tire. Un Rolochrome coste 1. Une Mist coste 1, donc je vous disais, quand même, ça se concentre beaucoup sur la famille de Hyde, donc on a sa sœur, son père, sa mère. Et on a tous dans le même paquet. Mère, père, fille, fils. Et là on a le Hyde coste 1. Qui est un des meilleurs hikes à jouer si vous le jouez en personnage principal, car s'il détruit un ami, il gagne un plus 10 passif, et c'est vraiment utile parce que ça lui permet de survivre le early game. On a une Tiki coste 2, de Awakening, un Rayson coste 2, et Yanfei, sa promotion, et Ashera, le boss de Fire Emblem 10. Ici qui est en coste 1, mais elle aura le droit à une promotion 4 séries plus tard en D16. Et là, alors ça c'est magnifique. Une Mist SR+. Alors en plus c'est une des SR+ vertes que je n'ai pas. Hop. Ah, écoutez, je vais la sleeve tout de suite, mais je vais chercher tout de suite ma double sleeve. Je vais essayer de poser comme ça. Faut pas qu'elle se casse la gueule. Hop. Alors bougez pas, j'arrive. Voilà, alors me revoilà, je la prends délicatement, je la glisse dans la sleeve. Alors là je peux vous dire parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. Et tirer une SR+, c'est toujours un bonheur parce que c'est des cartes que si vous voulez les acheter sur internet à l'unité, ça peut vraiment revenir très très cher. Voilà. Alors cette mise, je vais vous parler un peu de ses effets. Elle est vraiment super. Son premier effet, c'est que vous flippez 1, vous choisissez un allié vert, et jusqu'à la fin du tour adverse, il gagne plus 10 de puissance, et il ne peut pas être détruit par des effets de skill. Donc l'intérêt en fait, c'est que cette Mist, elle sera jouée surtout avec son père Grail, qui s'auto-détruit en fin de tour, et aussi une version exclusive de Ike qui a touché le médaillon, qui est en mode Berserker, vous savez, et que lui aussi, selon son stack, il détruit un tel nombre d'alliés, lui inclus. Et grâce à ça, et aussi grâce à l'effet de Helena, qui elle s'engage et donne un effet de protection similaire, vous allez pouvoir éviter la destruction de ces personnages. Donc c'est vraiment très pratique quand vous avez des unités qui sont très puissantes mais qui en contrepartie se détruisent par leur propre skill. Grâce à ça, vous avez une parade. Son deuxième skill, c'est que si vous avez 2 autres alliés ou plus, elle gagne range 1-2, donc la range des tomes, et le coût de son premier skill devient gratuit. Donc c'est vraiment une excellente carte. Et en plus avec son coût de 5-3, si vous avez la Mist coste 1, vous pouvez jouer la coste 1, puis que la siège dessus, et pour seulement 4 bombes, vous allez pouvoir jouer cette Mist. Ah vraiment, je suis ravi. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment ravi d'avoir pull cette Mist. En plus on la pull super tôt. C'est vraiment super, c'est génial. Alors on passe à la suite. Hop. J'ouvre le paquet. Alors pour l'instant, très propre. Hein. La Cassie, Smith, le petit Chrome. On a une Mist coste 1. Soren que l'on a déjà vu, Chrome que l'on a déjà vu. Le Makalov coste 1. Et fun fact, son effet dit en début de l'action phase, vous devez déplacer un poney. Sauf que ça ne précise pas un autre. Donc imaginons Makalov est votre lord ou votre seule unité sur le terrain. Vous êtes obligé de le bouger. Le fait que vous avez cette obligation, c'est du coup un détriment pour vous. Et il faut vraiment trouver une parade, trouver un autre personnage à bouger. Et généralement, il faut jouer Astrid en frontline. Et grâce à l'effet de Makalov, vous repassez Astrid derrière. Et vu qu'elle est archer, c'est bon, car là, la range 2. Voilà. Donc, carte très amusante du coup, car c'est un peu une carte troll.
Moi j'aime beaucoup. On a la Mikaea 3-2, qui elle, quand elle détruit, vous pouvez flip 1 et grosse un allié depuis la retraite. L'imposteur coste 1, Priam. Oife, 4-3. Donc ce qu'ils ont fait de très, très cool dans cette série, c'est qu'il y a un Oife coste 1, qui est du coup la version enfant de Oife de la première partie avec Sigurd. Et là on a la version adulte quand il défend Célis, le fils de Sigurd. Hop. On a Sumia de Fire Emblem Awakening. Fiona qui a un effet assez générique. Quand vous avez un allié vert, elle gagne plus 10, donc l'intérêt c'est que ça soit un peu une sorte de J-Gun sur le terrain. Sauf qu'au lieu d'avoir un support à 20, elle aura un support à 10. Mais en contrepartie, elle a le petit effet, quand elle détruit, vous pouvez choisir un allié vert et le bouger. Alors c'est pas une carte super impressionnante, mais elle a le mérite d'exister. Et c'est un personnage aussi pas super populaire. Déjà parce qu'il est très dur à entraîner dans son jeu. Et là, l'avoir dans Cypher, ça fait quand même plaisir. Et pour la R, on a alors une carte que j'aime énormément, de par son artwork, c'est Sigurd, et derrière on peut voir Arvis, et ça reproduit la scène dans Fire Emblem 4 où Arvis donne une Silver Sword à Sigurd, et l'effet justement c'est Silver Sword, vous flip 1, vous pouvez flip 1 et gagner plus 20, et si vous avez utilisé cet effet, quand Sigurd détruit un ennemi, vous pouvez prendre un Sigurd de votre retraite et le mettre dans votre zone de move. Vraiment c'est une carte que j'apprécie beaucoup et qui en plus a une version R+. Du coup on la tirera pas car on a tiré Myst, mais c'est une carte vraiment que j'aime beaucoup et qui en plus est parfaitement jouable en personnage principal, ne serait-ce qu'en bridge, en attendant de passer sur un truc plus gros. C'est vraiment chouette. Et du coup vous pouvez voir qu'ils ont quand même inclus certains personnages principaux comme Sigurd, Ike, histoire que il n'y a pas que des personnages de niche. C'est vraiment pour ça que cette série elle est très appréciable, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez les personnages un peu obscurs, il y en a pour vous. Si vous aimez juste les lores des personnages principaux, il y en a. C'est du support du coup sur le long terme, parce que évidemment les personnages principaux, c'est les personnages qui ont le plus d'exemplaires de cartes, que les synergies sont plus intéressantes. Alors, on a Beowulf coste 1. Zeljus coste 1, qui quand il est supporté par Lehran ou Sephiran, il gagne plus 20 d'attaque. Et il faut savoir que Lehran, il est seulement sorti lors de la dernière série, la B22. Donc ça avait été utilisé déjà dès la B12 et il a fallu attendre la dernière série. Il a fallu attendre 10 séries pour avoir enfin Lehran cité dans le texte de Zeljus. On a à nouveau Gawain. Noui, coste 1. Permet, grâce à son support, de bond d'accel si elle supporte un allié bleu. C'est vraiment une carte très pratique, très utilisée, surtout si vous jouez bleu. Rajaillon, c'est aussi un personnage qu'on ne s'attend pas forcément à voir. Et là, il est là. Rajaillon, le fiancé de Henna, qui a été transformé en bête sauvage par Ashnar pour être sa monture. Et il a un effet vraiment super, super intéressant. C'est quand vous avez un allié Henna, vous avez plus 10, donc ça c'est vraiment pour le lore. Et s'il est LVS2, il gagne plus 20. Donc vous pouvez facilement avoir une unité à 70, juste avec la Henna coste 1 qui permet de grosse depuis la retraite. Donc vous avez un Rajaillon en retraite, vous avez ce Rajaillon coste 1, vous avez Henna coste 1 sur le terrain. Vous utilisez l'effet d'Henna pour grosse Rajaillon et vous avez un Rajaillon de base 70. Et ça vous a coûté 2 unités de déploiement. Et en plus, il a un emblème assez rare pour les verts. C'est Fate Emblem qui vous permet de piocher une carte puis mettre une carte de votre main sur le dessus du deck. Vraiment une carte super intéressante. Ah ben le voilà, Oife, qui est une carte de support, hein. Il peut soit déplacer un allié, soit donner plus 10 à un allié jaune. Et il a un Tactical Emblem, car c'est un tacticien. Et si vous voulez jouer Oife Lord, vous devez jouer cette carte coste 1, donc c'est un peu difficile car il est assez faible, avec une base de 20, il peut pas attaquer, il a pas de range. Mais c'est possible. La Femina, la version évoluée, 3-2. Petrine, donc un des boss de Fire Emblem 9, un des 4 cavaliers de Dain. Et elle a un effet assez cool, c'est elle peut perdre 20 points d'attaque, elle gagne Tome et range en 2. Elle passe à 50, mais elle peut taper derrière comme un Tome.
Et comme tous les cavaliers, elle a aussi un effet, quand vous détruisez une unité non level up, vous pouvez activer un effet, je me souviens plus exactement c'est quoi celui de Pétrine, mais là c'est un flip 1, si vous détruisez une unité non level up, c'est sûrement un effet du style faites discard 1 à l'adversaire. Voilà. C'est des cartes vraiment cool, mais elles sont un peu ralenties par leur support à 10. C'est toujours bête d'avoir un support à 10, d'avoir trop de support à 10 dans le deck. Parfois il faut faire des choix, souvent à cause de ça, car elles n'ont pas des synergies énormes avec d'autres cartes. Les cavaliers d'un, ils sont souvent oubliés. Là on a Flavia, qui va de pair avec Basilio. Donc pareil, hein, quand elle est en retraite, elle est traitée comme un coup de 1. Et on a Sairi, donc la sœur de Yenfei. Aussi un personnage pas non plus essentiel à l'histoire d'Awakening, mais qui est vraiment cool, et qui a que un support avec le personnage principal et Tiki, qui ici peut vraiment un peu plus briller, avoir un peu plus de représentation à travers le jeu de cartes. Un paquet à gauche. J'ai pas vraiment d'ordre, hein. Parfois je prends un à droite, parfois 2 fois à droite à la suite. J'essaie de pas trop me limiter à la façon dont j'ouvre mes paquets. Hop. Alors je tire. Tout doux. Voilà. On a à nouveau Beowulf, qu'on a déjà vu. Niam, qui est donc un personnage créé pour le jeu de cartes Cypher. Et ici elle marque sa première apparition dans le jeu. Et elle est souvent associée à la couleur verte, du coup la couleur de Tellus. Et c'est en gros une combattante qui utilise l'énergie du chaos, donc qui est l'énergie qui est plus ou moins présentée comme étant l'énergie qui compose les êtres Béorc et Laguz dans Fire Emblem 9 et 10. Donc il y a deux énergies, l'énergie d'Ashera et celle de Yun, et Niam elle se concentre surtout sur l'énergie du chaos, donc l'énergie de Yun. Hop. Qui est d'ailleurs la première colorless depuis Fian. D'ailleurs je vais les mettre ensemble. Hop. Zeldius Costerin qu'on a déjà vu, Noé dont je vous ai déjà parlé, Rajayon, je vais faire un exposé dessus. Ishtar. Alors Ishtar elle est assez intéressante, c'est quand votre adversaire il a un bon face down, elle gagne plus 10. Et sa promotion vous dit jetez une Ishtar et vous pouvez retourner face down des bons adverses. Et quand tous les bons de votre adversaire sont face down, vous pouvez piocher. Voilà, c'est un peu une carte qui dit à l'adversaire arrête de jouer, basiquement. Hop, on a Léane, qu'on n'a pas encore vu. Quand elle est déployée, vous pouvez l'engager et échanger une carte de votre main avec une carte de la retraite. Mais il faut que la carte que vous piochez dans la retraite soit une unité qui est sur le terrain. Donc l'intérêt de cette carte, c'est vraiment, vous pouvez la déployer et échanger une carte de votre personnage principal, par exemple, si vous voulez des esquives, des crits. Et si elle est désengagée, vous pouvez l'engager et la retourner à votre main et faire rebelote, vous recommencez. Lumina, qu'on a déjà vu. Fiona, dont je vous ai parlé. Et Ashnar, en l'air. Donc ça, c'était la première apparition d'Ashnar dans Cypher. Et c'était déjà une promo pas dégueu du tout, hein. Il était tout à fait jouable en l'orgue. Vous pouvez flip 1 pour avoir la range 1-2, avec son arme signature. Et s'il détruit un allié non level up, vous pouvez piocher une carte. Et aussi la Mantle, comme Ashera, ce qui fait que il peut pas être détruit par des unités de coup 2 ou moins. C'est un peu pour imiter le fait qu'il puisse pas être touché par autre chose que les rois ou Ragnil dans son jeu. Et en B20, il aura une autre promotion encore plus haute que celle-là, qui se jouera avec la carte du médaille. Et qui là fera référence à sa deuxième phase quand vous jouez en difficile. Alors, hop, je le place ici. Continuons, je prends un petit paquet à droite. Hop. Voilà. Alors c'est garanti sans trucage, hein, les amis. Hop. Ici on a Khalil, qui a un skill qui lui permet d'avoir plus 30 et range infini, mais si vous avez un allié Largo, ça ne coûte que un flip 1. Donc les deux unités se jouent un peu ensemble, mais c'est difficile d'avoir les deux en même temps sur le terrain, et avec des cartes qui vous permettent d'invoquer facilement des unités, vous avez plutôt intérêt à jouer des trucs plus gros que des 3-2. Donc c'est des cartes qui sont finalement assez difficiles à jouer, mais au niveau de la représentation, du lore, c'est vraiment très cool.
On a Martia 3-2. Rien de très impressionnant, hein, c'est juste... quand votre personnage principal est attaqué par un ennemi de la backline, il gagne plus 10 de puissance supplémentaire. Vous pouvez flipper 1 pour avoir Javelot, donc range 1 2. Hop. On a Sigurd coste 2, qui a un base skill, mais je me souviens plus exactement c'est quoi. Largo, hein, dont je vous parlais, dans le même paquet que Khalil, qui lui flip 2, gagne plus 20 et peut-être double break, je suis pas sûr. Et c'est juste un flip 1 si vous avez Khalil. Le Wallard coste 1, on l'adore. Ishtar. Niam 4-3, donc une promotion pour Niam. Et là, c'est difficile car elles se ressemblent tous, mais c'est Bamba, Pampa, c'est les 3 sœurs mages qui sont dans Fire Emblem 4. Et ce sont des boss, et c'est assez étonnant de les voir là. Et pour faire simple, quand les 3 sont sur le terrain, vous pouvez activer leurs effets qui permettent de péter un orbe, de faire jeter une carte à votre adversaire. C'est vraiment sympa, et ça marche bien en synergie avec le Bowie qui invoque des costes 2 depuis la retraite. Là on a Sephiram qui est une carte assez intéressante pour le vert. Déjà par son premier effet, quand un allié est grosse, vous pouvez bouger un ennemi adverse de la backline. Donc ça synergise avec beaucoup de personnages, notamment Zadius qui rose depuis la retraite, Micaiah. Mais l'autre intérêt c'est que si vous avez un bond de vert face-up, s'il est discard de votre main par un skill de l'adversaire, par exemple un Dark Emblem, vous pouvez piocher directement une carte derrière. Donc ça permet d'avoir une petite tech pour éviter certains match-up comme les Henry, les mages noirs comme Tarja qui vous feraient trop discard de votre main. Ben là avec Sephiran, vous l'avez discard, ben je repioche derrière. Et le voilà, Wallard 5-4. Alors Wallard, il y a vraiment aucune unité dans le jeu qui joue comme lui. Hein. C'est quand il est en combat avec une unité de la frontline, il gagne plus 20. Et quand vous avez un certain nombre de bonds, son coup de class change devient 6. Mais si vous class change pendant qu'il a un coup de class change de 6, votre adversaire ne peut plus rien déployer en backline. Donc il est obligé de faire face et d'être en frontline, sachant que quand il est attaqué en frontline, Wallard, il est à 90. Voilà, c'est vraiment une unité super cool. Et qui a un support qu'on n'a pas encore vu, qui est Excellus. Et là, on a une decklist pour ça y aller. Alors Wallard, c'est une SR aussi que je suis content d'avoir pull parce que j'aime beaucoup ce perso. Et je vous avoue, je n'ai pas un playset de Wallard. Hop. Chouette, chouette, chouette. On repasse un paquet à gauche. Secoue un peu. Petit porte-chance. Hop. Et je vous ouvre ça tout de suite. Alors. Fiona coste 1. Je vous la présente plus. Initia coste 1, super carte. Sigurd coste 2, très bien aussi. Largo. Ryan. Emma, un des OC de Cypher qui a du coup eu droit à un DLC dans Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia en tant que personnage jouable. Mais il faut savoir que à l'origine, ce personnage vient du jeu de cartes Fire Emblem Cypher. Il fait partie des 4 personnages Cypher originaux, à savoir Randall, Shade, Emma et Yuzu. Flavia, qu'on a déjà vu. Frey aussi, on l'a déjà vu. Torneo, idem. Et hop, Micaiah SR, 5-3. Carte très très utile qui marche beaucoup en synergie avec le hack de cette série. L'idée c'est vraiment... en fin de tour, vous pouvez choisir une unité. Prenez 2 unités du même nom dans la retraite et vous les placez en dessous pour les grosses. Elle annule les mantles des ennemis, donc si jamais votre adversaire joue Ashnard, mantle sera annulé, il ne pourra plus le acquérir. Ça c'est vraiment pour le lore, hein, c'est pour faire une référence à Yun qui bénit les armes de ses alliés. Yun qui est d'ailleurs sur la carte, hein, vous pouvez la voir là. Et quoi d'autre? Et oui, vos unités vertes ne peuvent plus fail support. Donc ça c'était vraiment pour le hack de cette série qui va jouer beaucoup d'exemplaires de hack, le but c'est de grosse un maximum. Et sur la promo finale, selon votre nombre de cartes dans le stack, ça définira son nombre d'attaques. Donc si vous avez 11 cartes dans le stack, il aura une attaque de 110. Et Micaiah, ça vous permet à la fois de grosse et d'éviter trop de fail support, parce que forcément vous allez jouer beaucoup d'exemplaires de hack. Mais elle synergise bien aussi avec d'autres unités qui ont besoin de LVS, comme là Toroneo, il a besoin d'un LVS 4,
Imaginons vous avez juste levé up, donc vous avez un stack de 2, mais vous avez Mikaïa à la fin du tour. C'est bon, elle a son LVSK. Vraiment, super carte, Mikaïa. Qui a le droit à une SR+. D'ailleurs, je vais vous la montrer tant que vous êtes là. Hop. Je sors mon beau deck Ike. Alors. Là, vous voyez Mikaïa SR+. Elle a justement un art alternatif avec Ike. Hop. On peut voir, ça représente en fait la dernière cinématique où elle donne sa force à Ike pour finir Ashera. Et ce Ike justement, vous voyez, il a un X. C'est parce que ce Ike en fait ça dépend du stack. Et du coup c'est aussi la B12. Je vais vous montrer, ça c'est la SR+ de Ike. Je vais vous montrer l'art d'origine, c'est celui-ci. Voilà. Alors, prochain paquet. On est parti. Une Mist cost 1 qu'on a déjà vu. Lonzu, cost 3-2. Ce qui est intéressant avec ce Lonzu, c'est vous voyez, c'est un cost 3 avec 32 supports. Mais qui est quand même à une base 70, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais c'est parce que en contrepartie, il a l'effet que s'il est supporté par des unités femmes, ses supports échouent. Donc l'idée c'est vraiment de jouer un deck avec quasiment que des hommes, si vous voulez au moins ce Lonzu en bridge. Hop, on a Makalov qu'on a déjà vu, Initia qu'on a déjà vu, Ares le fils d'Eldigan. Son effet c'est quand vous avez, en fait, il y a des effets similaires à Eldigan qui veut avoir des exemplaires du personnage principal dans les bonds. Et quand vous avez un bond avec le nom de votre personnage principal, Yann plus 10. Tiki coste 2. Shade, un autre OC Cypher, dont je vous ai parlé plus tôt. C'est peut-être Bamba. C'est une des trois sœurs. Hop. Ashera. Et Nana en R. Nana, la fiancée de Leaf. Vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on se concentre vraiment sur deux générations, car il y a les personnages de Radiant Dawn et les personnages de Pass of Radiance, et les personnages de la première génération de FE4 et de la seconde génération. Donc là, on a Sigurd, mais on a aussi Nana. Hop. Il suffit de faire un peu de résistance. C'est bon. Tournéo qu'on a déjà vu. Je vous en ai parlé. Salut. Stéphane. Stéphane, quand votre personnage principal est grosse, il gagne plus 20 d'attaque. Ça arrive coste 1. Farina. Azido. Sam. Eldigan. Et derrière, Elinitia. Cette Elinitia, à la fin de son attaque, elle peut choisir un allié vert ou vert. Aussi, si elle est class change, vous pouvez l'être. Vous pouvez jeter une Elinitia et la désengager. Hop. Prochain paquet, on va choisir celui-ci.
Alors, nous avons un Stéphane Coste 1 qui vous est déjà présenté. Ike, Soumia Coste 1, pas encore vu celle-ci je pense. Volk, Emma, Ashnar Coste 1 qu'on n'a pas encore vu. Si vous détruisez un allié, il peut gagner plus 1. Ryzen Chief, Rajayon Coste 4, qui a un effet assez particulier, c'est il donne plus 20 à Ashnar, c'est sa monture, hein. Et s'il est dans la même rangée que Ashnar, vous pouvez déplacer les deux. En contrepartie, il ne peut pas esquiver ni infliger coup critique, si je ne me trompe pas. La troisième sœur, c'était elle, Bamba, on a passé. Et Lukina, 4-3. On a du Chrome, et là on a sa fille, on a Lukina. Donc vous voyez, ils ont quand même pensé à mettre quelques personnages principaux comme Chrome et Lukina. Je coupe, je coupe, puis un arrêt. Hop. Alors, ici on a Ares, Makalov, Street, Soumia Coste 1, Volk Coste 1 qui peut révéler la carte du dessus du deck de l'adversaire, 5 3 ou plus, ou que vous pouvez... il a range infini, voilà tout simplement. Schnard, on a déjà vu, le Makalov 3-2 dont je vous parlais, Soumia 4-3, Elena. Alors je crois qu'on n'a pas encore vu Elena 3-2. Son effet c'est que vous l'engagez, vous choisissez un allié vert et jusqu'à la fin du tour adverse il ne peut pas être détruit par les effets de... Il peut pas être détruit par effet tout simplement. Et un autre effet en continu, si vous avez un allié vert, il gagne plus 10. Puis on a Stéphane. Donc, Stéphane, quand un allié est grosse, c'est vous engage. C'est pas une fois par tour. Et deuxièmement, c'est si votre personnage principal a un stack de 4 ou plus, il est non esquivable sur les unités non AMC. Ah, et là on a la bêtise de Macabre. Attaquer à gauche. Je crois qu'il nous en reste 4. Pour l'instant, très quali, hein, ce qu'on a ouvert, je vais pas vous mentir. Ah, je crois qu'on l'a pas encore vu. Marcia Coste 1, quand elle est attaquée par la fontaine, elle gagne plus 20. Lakessis Coste 1, on l'a pas vu, mais du coup, l'idée c'est que vous allez level up de cette Lakessis sur la 4-3, si vous voulez jouer en personnage principal. Marcia 3-2, Soren Coste 1, Wallard Coste 1, après, Nian. Ah, Linda 3-2. Carte très intéressante, si vous la placez dans les bombes, vous pouvez faire 3 bombes, elle inclut, et piocher 2 cartes. Alors excusez-moi pour la coupure, je cherchais juste c'était quoi le nom du personnage que j'ai remplacé, et du coup c'est Tim. Et Tim, quand elle est placée dans les bombes, vous pouvez flip 1 pour piocher une carte. Et du coup Linda c'est un peu une version alternative, c'est que le coût est plus élevé, c'est flip 3 pour piocher 2 au lieu de flip 1 pour piocher 1. Mais du coup vous pouvez le faire d'un coup. Et on a Rajayon, Coste 4, qu'on a déjà vu, et Astrid 3-2, une R, c'est elle, selon le stack, donc encore une fois elle marche bien avec une Kaya, pendant votre tour elle gagne un nombre égal de cartes en dessous de cette carte. Et alors on va passer au prochain paquet. Hop, alors, je crois qu'il nous en reste que 3. Clic, clic, clic. Ah, je crois qu'on l'avait pas encore vu.
la Mikaia Coste 1, qui est donc un Fate Emblem, un emblème assez rare pour les unités vertes. Et quand vous avez un autre allié, pendant le tour adverse, ça gagne plus 10. La K6. Niam. Fiona. Seri. Lind. Linda. Brice. De 4 cavaliers de Dai. On n'a pas encore vu. Excellus qu'on n'a pas encore vu, qui est du support pour Wallart. Et que, en gros, il a aussi des effets où vous pouvez pas déployer un backline. Et il me semble que ça marche avec les pseudo. Je sais un peu exactement des skills. Moi j'aime bien en synergie avec Wallart. Donc le Cypher répond à la question, Excellus c'est bien même. Voilà, c'est marqué là. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit sur la carte. Hop, Bertram, voilà, un des autres cavaliers. Je pense que c'est le meilleur des trois qui ne sont pas Black Knight. Parce que il permet de grosse frapper. Si vous flippez 2 bombes verts, vous piochez une carte, vous gagnez Tom Range 2 et 100 debuff. Et il est inesquivable sur les non-main. Vous pouvez vraiment aller snipe un truc dans la back qui est déjà. Ou même en front, c'est vraiment pas mal en fait. C'est plutôt une bonne unité. Hop. Et Ares, le fils d'Aligan en R. Lui, quand il est mis dans les bombes, que vous avez 3 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez tout l'ennemi et le bouger. Et quand vous avez... c'est par rapport au... Ouais, vous avez 3 bombes de plus, 3 bombes de face-up, je crois. Vous faites double break, et si vous avez une unité du même nom, la personnage principale dans les bombes, et une plus en date. Sur avant-dernier paquet. Je vois ça, désolé, j'ai un peu bougé, c'est dur quand il n'y a plus de paquet de maintenir en place. Je déballe. Et donc, Lisa, Marcia, Elena, Eldigan, Mikaia, Priam, Linda, Enfé, Petri, et Lisa SR. Si elle pète, hein. Alors une carte très pratique de Lisa, vous pouvez flipper un, vous pétez un de vos orbes, c'est basiquement un draw 1, hein, et vous mettez un exemplaire du nom de votre personnage principal dans les orbes. Et en gros, vous pouvez comme ça piocher un exemplaire de votre lord en main en pétant l'orbe, et quand un allié est level up, elle gagne plus 30, donc elle devient en base 90. Alors me revoilà, je voulais juste vérifier un truc, et oui c'est bien 4 SR et une plus par display. On sait que la prochaine carte ici ce sera juste une R normale comme celle qu'on a pool ici. Donc ce que je vais faire en fait c'est que ce paquet je vais le garder scellé, parce que c'est vraiment ma série préférée. J'aime bien l'idée d'avoir juste un booster scellé de ma série préférée pour la collection. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Donc je vous présente les 3 R bleus. Chrome, Seri, Lucina. Les 3 R jaunes, Sigurd, Nana, Ares. Les R vertes, qu'on a eu Ashnard, Elnicia, Stéphane et Stella, Strik. Et enfin, dans les SR, nous avons eu Lisa, en bleu, Wallart, en bleu aussi, Awakening. En jaune, la K6, et en vert, Mikaia. Et la SR+, la grosse surprise de cette display, Myst SR+. Oui, c'est vraiment une série qui me tient à cœur et j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Et surtout, si vous voulez vous renseigner sur le jeu de cartes Fire Emblem Cypher, n'hésitez pas soit à rejoindre le Discord Fire Emblem Cypher français,
soit en savoir plus sur la page du site internet Seren's Forest. C'est un site anglais qui a toute la liste des cartes en détail, les règles, etc. Tout est là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur l'univers de Fire Emblem Cypher. Merci, ok, bye. Ah oui, j'y repense maintenant, mais avant que je vous quitte, vous avez remarqué que à l'intérieur de la boîte, on a d'autres personnages ici qui apparaissent. Mais aussi, dans le fond, on peut voir le médaillon de Fire Emblem Path of Radiance et Radiant Dawn. Donc c'est vraiment très cool. Il y avait vraiment une attention du détail, même à l'intérieur de la boîte. Voilà. Allez, je vous laisse.